Excusez-moi, bon, il n'y a pas de véritable présentation, mais enfin tout de même, Jacques Le Rider, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, est, tout le monde le sait, un très très grand spécialiste à la fois de la littérature allemande et autrichienne contemporaine, enfin disons du XXe siècle, et tout particulièrement le grand spécialiste en France de l'Autriche d'une façon générale, et de l'Autriche dans son histoire et de l'Autriche d'aujourd'hui. Merci. Dans ses contributions à une critique du langage de 1901-1902, dans son essai sur le langage 1907, et dans son dictionnaire de la philosophie 1910-1911, recueille toute la tradition de réflexion sur le langage depuis Herder et Humboldt pour la mettre au service du scepticisme linguistique le plus radical. Mautner est né en 1849 à Horčíč, une petite ville proche du futur champ de bataille de Sadova, en Bohême, à 90 km au nord-est de Prague. En 1850, cette petite ville compte un peu plus de 5000 habitants. Les notables parlent allemand, mais 80% de la population est tchèque. Appartenant à une famille de la bourgeoisie juive assimilée à la culture allemande, Mautner se sent coupé des dialectes entendus pendant ses premières années. À partir de 4 ans, admis à la table familiale, il doit parler allemand. Son père interdit le tchèque, qu'il appelle Kuchelböhmisch, appellation méprisante du tchèque de cuisine germanisé que parlent les domestiques. Il interdit aussi la langue juive, l'allemand mêlé de yiddish, qui n'est à ses yeux rien d'autre que du Mauscheldeutsch, considéré comme un jargon vulgaire. En 1855, la famille Mautner s'installe à Prague. Les professeurs du lycée piariste, dans lequel Mautner est d'abord inscrit, sont à ses yeux des nationalistes tchèques qui négligent l'enseignement de l'allemand tout en imposant des cours de tchèque que le jeune Mautner vit comme une pénitence. Durant la guerre austro-prussienne de 1866, il s'enthousiasme pour Bismarck. Il cesse de se considérer comme un Allemand d'Autriche et, selon ses propres termes, tombe amoureux de la Prusse. Lycéen, il apprend l'italien, le français, l'anglais en autodidacte, car on ne lui fait étudier que le latin et le grec, écrit-il dans ses mémoires, ajoutant qu'il tenta aussi de s'initier au sanskrit, aux hiéroglyphes, au chinois. Dans l'été 69, il fait une excursion en Bavière et au Tyrol. Ce voyage est une révélation. Il découvre la différence entre l'allemand en usage à Prague et les parlers régionaux qui lui semblent 1000 fois plus authentiques. Il a désormais le sentiment d'avoir été privé de tout enracinement linguistique et d'avoir appris à parler non une langue vivante, mais un allemand de papier, comme il dit. Ayant dans son enfance été plongé dans 3 langues, l'allemand, le tchèque et la langue juive, dont je parlais tout à l'heure, sans savoir laquelle considérer comme la sienne, il a été condamné, écrit-il, à transporter les cadavres de 3 langues dans ses propres paroles. Mautner restera toute sa vie persuadé d'avoir manqué d'une vraie langue maternelle en raison de sa condition de juif dans une société biculturelle. Dans le mythe personnel qu'il composera au fil de ses récits autobiographiques, il présentera sa prédisposition à la critique du langage et sa propension au scepticisme linguistique comme la conséquence de cette privation. Il n'aurait eu, en somme, qu'une langue paternelle, l'allemand châtié que lui imposait son père, l'allemand enseigné à l'école et au lycée. N'ayant jamais eu, estime-t-il, de dialecte, de Mundart,
Il aurait manqué de la parole vivante qui lui aurait permis d'être poète. À l'automne 1973, après avoir interrompu ses études de droit, il ébauche son premier projet d'une critique du langage et réunit ses idées dans un manuscrit intitulé Der Sprachschreck, l'effroi linguistique. La critique du langage chez Mautner aura donc consisté à traduire en théorie cette expérience vécue dans l'enfance de la privation de langue maternelle et, un peu plus tard, à Prague, l'expérience de la guerre des langues en Bohême. Cet intérêt pour la critique du langage, écrit-il dans ses mémoires, fut pour moi très fort depuis ma prime jeunesse et, à vrai dire, je ne comprends pas qu'un juif né dans une région slave d'Autriche ne soit pas nécessairement amené à faire des recherches sur le langage. Il travaille pendant quelques semaines, puis il s'avise de consulter Kant. À part Schopenhauer, avoue-t-il dans ses mémoires, il ignorait tout de la philosophie et tout de la linguistique. C'est l'année suivante, en 1974, qu'il découvre Nietzsche en lisant la deuxième considération inactuelle sur l'histoire. Prenant conscience de l'immensité de ses lacunes, il cède au découragement, jette son manuscrit au feu. Pendant 20 ans, il portera en lui ce projet de critique du langage, avorté en 1873. C'est vers 1893 qu'il se remettra au travail dans les heures de loisirs que lui laisseront ses activités de journaliste et de romancier prolifique. On voit que le sentiment de la supériorité de la culture allemande chez Mautner va de pair avec celui de la fragilité de son identité culturelle. Il ne se sent ni juif, ni tchèque, ni vraiment allemand. Il tient l'allemand de Prague pour une langue artificielle et anémiée, et ses impressions ne traduisent pas en réalité la situation sociolinguistique de cette ville à son époque, car il existe bel et bien un parler allemand populaire de Prague, mais Mautner ne le connaît pas ou ne veut pas le connaître. Sa langue paternelle, c'est l'allemand littéraire, une sorte de langue étrangère pour lui. Les mémoires de Mautner ont contribué de manière décisive à la formation du mythe, souvent repris dans les études sur Kafka, selon lequel l'allemand littéraire de Prague aurait été une langue coupée de la communauté linguistique germanophone, marquée par sa situation d'insularité, une langue scolaire, livresque, dénuée de toute tournure dialectale. George Steiner, qui se déclare fasciné par Fritz Mautner, tire de la pluralité culturelle et linguistique en Europe centrale des conclusions diamétralement opposées à celles de Mautner. Pourtant, la situation vécue par Steiner dans son enfance, telle qu'il l'analyse dans Après Babel, a beaucoup de points communs avec celle de Mautner. Mon père, écrit-il, est né au nord de Prague et a fait ses études à Vienne. Le nom de jeune fille de ma mère, Franzos, suggère des origines galiciennes. Autant que je puisse m'en rendre compte, je suis aussi à l'aise en anglais qu'en français ou en allemand. Je ressens mes 3 premières langues comme des centres parfaitement équivalents de moi-même. Au reste, ces 3 langues maternelles ne recouvrent qu'une partie de l'éventail linguistique de mes jeunes années. Des fragments considérables de tchèque et de yiddish autrichien flottaient dans le parler de mon père, et derrière tout cela, comme l'écho familier d'une voix éloignée, l'hébreu. Pour Steiner, ce flottement entre plusieurs langues maternelles ne fut pas un manque, mais une richesse, une matrice polyglotte, dit-il, qui a marqué du paysage affectif touffu et intensément riche de l'humanisme juif de l'Europe centrale son identité personnelle. Mais à l'opposé de Steiner, Fritz Mautner révèle que la pluralité culturelle peut aussi conduire à cette forme singulière de la crise d'identité qui débouche sur le scepticisme linguistique. Aux yeux de Mautner, la pluralité linguistique est source de désordre et de conflits. L'interculturalité vécue au quotidien n'empêche pas les clivages ethnico-linguistiques de s'approfondir.
Même maîtrisées, les langues ne conduisent pas au dialogue, elles divisent, elles isolent au lieu de créer un lien social. C'est un tableau pessimiste du conflit des cultures à Prague et en Bohême qui dément le mythe habsbourgeois de l'harmonie des peuples et des langues au sein d'un ensemble soudé par une mémoire historique partagée. À l'époque de Kafka, c'est-à-dire une génération après Mautner, la situation de la langue allemande à Prague a changé. En 1880, Prague et ses faubourgs comptent encore près de 42 000 habitants de langue allemande, soit 15% de la population. En 1900, il n'y a plus que 7% de germanophones à Prague si l'on inclut les faubourgs. Sur ces quelques 34 000 germanophones de Prague, on estime que 40% sont des juifs. Ces chiffres apparaissent dans les statistiques de recensement rassemblées par l'administration habsbourgeoise. Or, les habitants déclarent leur langue d'usage dans la vie quotidienne, Umgangssprache, ce qui est assez différent de la notion de langue maternelle. Et c'est cette langue d'usage qui détermine la nationalité. Qui déclare le tchèque comme langue d'usage est considéré comme un tchèque. Ainsi, les Pragois peuvent, lors des recensements, se rattacher à la langue qui correspond à leur rôle social et qui peut être une autre que leur langue maternelle, ce qui revient à s'assimiler, dans le cas pragois, à la nationalité tchèque. Ainsi, les commerçants juifs de Prague peuvent considérer qu'ils ont intérêt à se déclarer tchèques pour se rendre agréables à leur clientèle, même si, en réalité, ils sont de culture allemande. Et c'est le cas du père de Kafka qui, en 1890 et en 1900, déclare toute sa famille comme étant de langue et donc de nationalité tchèque. En 1910, Kafka est le seul de sa famille à se déclarer de langue et donc de nationalité allemande dans le système habsbourgeois. Cet écart entre la langue d'usage déclarée qui détermine la nationalité et la langue de culture explique pourquoi en 1900, 45% seulement des Juifs de Prague se déclarent de langue allemande, alors qu'ils sont 90% à inscrire leurs enfants dans une école ou dans un lycée allemand. Dans les années 90, les Allemands de Prague, en général, juifs et non-juifs, sont devenus une minorité réduite à la défensive. L'interculturalité germano-tchèque reste très réduite. Les efforts de médiation culturelle ne manquent pas. Max Brod, par exemple, le grand ami de Kafka, fut un découvreur de la modernité tchèque. Mais en littérature, les rencontres germano-tchèques restent beaucoup moins fréquentes et beaucoup moins intenses que dans le domaine musical. Kafka lui-même connaissait peu de choses de la littérature tchèque. La différence entre Kafka et Mautner est toutefois considérable. On ne trouve pas trace chez Kafka du nationalisme linguistique et culturel de Mautner, et Kafka, lui, est véritablement bilingue. Pendant ses études secondaires, il a toujours eu des notes excellentes en tchèque, ce qui atteste que cette langue n'a pas été pour lui une langue étrangère apprise à l'école, mais qu'il la maîtrisait déjà avant de l'étudier. Au lycée, il a fait partie du groupe des 4 élèves, 3 d'entre eux sont issus de familles juives, qui ont continué l'étude du tchèque jusqu'à la 8e année, jusqu'à la classe terminale, et il a obtenu jusqu'au bout, dans cet enseignement optionnel, des notes supérieures à la moyenne de son lycée. Dans sa vie professionnelle, comme employé de la compagnie d'assurance contre les accidents du travail des ouvriers pour le royaume de Bohême, de 1908 à 1922, il doit étudier des dossiers et rédiger des rapports et correspondances en langue tchèque, ce qu'il sait beaucoup mieux faire que son supérieur hiérarchique Eugen Pfohl. À partir de 1919, le tchèque deviendra même la seule langue de travail interne de cette compagnie d'assurance. À première vue, on peut donc définir Franz Kafka, avec les mots en usage à l'époque habsbourgeoise, comme un Allemand de confession mosaïque,
maîtrisant très bien la zweite Landessprache, la deuxième langue de la province de Bohême, le tchèque, mais cette définition ne rend compte que de l'identité sociale de Kafka. Pour son travail de création littéraire, Kafka ne connaît pas d'autres éléments linguistiques que l'allemand. Et pourtant, il n'arrive pas à considérer l'allemand qu'il écrit comme sa langue maternelle. C'est ce qu'il expliquera dans sa lettre à Max Brod de juin 1921, un document fondamental pour notre sujet, le plus explicite et le plus détaillé de tous les écrits de Kafka au sujet de sa relation intime avec la langue allemande. Dans cette lettre, Kafka part de la pièce parodique et satirique « Littérature » où vous allez voir un peu « Literatur oder man wird da doch sehen » de Karl Kraus, qui se moque des écrivains de la nouvelle vague expressionniste, pragoise en particulier. Werfel et Brod sont visés. Brod fut profondément blessé par cette satire de Kraus. Dans ses mémoires, publiés 40 ans plus tard, il écrit à propos du personnage du père de Werfel, caricaturé dans la pièce, « Kraus le fait baragouiner un affreux judéo-allemand qui s'étouffe dans le jargon commercial. Aucun trait de cette caricature n'est juste. » Mais Kafka, pour sa part, insiste plutôt sur la part de vérité que le texte de Karl Kraus met au jour. Personne ne sait jargonner comme Kraus, écrit Kafka à Brod, et compte tenu de l'antipathie viscérale de Brod pour Kraus, on peut comprendre que la lettre de Kafka à son ami Max Brod est une sorte de petite provocation. Personne ne sait jargonner comme Kraus, encore que dans ce monde judéo-allemand, écrit Kafka, personne ne sache guère faire autre chose que jargonner, jargon étant pris au sens le plus large, je veux dire en tant qu'appropriation bruyante ou muette, ou encore accomplie avec une conscience torturée d'un bien étranger qu'on n'a pas acquis, mais dont on s'est emparé en y portant une main hâtive et qui reste un bien étranger, quand bien même on ne pourrait trouver la moindre faute de langage. Le jargon dont parle ici Kafka, c'est le Mauscheln caché du juif de culture allemande que les antisémites considèrent à la fois comme imparfaitement assimilé et comme trop parfaitement installé dans la langue de Goethe pour ne pas être un virtuose superficiel. On reconnaît l'argument de Richard Wagner contre Félix Mendelssohn, trop virtuose pour être aussi profond que Beethoven. Dans les cruelles parodies de Kraus, Kafka reconnaît une part de ce qu'il considère comme sa propre vérité. Ce Mauscheln dont Kraus fait la satire sans craindre de jouer avec un thème chargé de connotations antisémites, Kafka ne le nie pas. Il en fait au contraire le symptôme de son propre malaise dans la culture allemande. Le juif assimilé de Prague peut-il considérer l'allemand comme sa langue maternelle ? La réponse de Kafka est dubitative. Ce que voulaient la plupart de ceux qui commencèrent à écrire en allemand, poursuit Kafka, c'était quitter le judaïsme, généralement avec l'approbation vague des pères. Ils le voulaient, mais leurs pattes de derrière collaient encore au judaïsme du père et leurs pattes de devant ne trouvaient pas de nouveau terrain. Le désespoir qui s'ensuivit constitua leur inspiration. Puis vient, dans cette lettre si importante de Kafka à Max Brod, la formule peut-être la plus célèbre et la plus frappante de Kafka lorsqu'il parle de littérature. Il vivait, ces Juifs de Prague de sa propre génération, il vivait entre trois impossibilités que je nomme par hasard des impossibilités de langage, c'est le plus simple, mais on pourrait aussi les appeler tout autrement. L'impossibilité de ne pas écrire, l'impossibilité d'écrire en allemand, l'impossibilité d'écrire autrement, à quoi on pourrait ajouter une quatrième impossibilité, l'impossibilité d'écrire.
C'était donc une littérature impossible de tous côtés, une littérature de tziganes qui avait volé l'enfant allemand au berceau. Pour Kafka, l'assimilation est une trahison si elle conduit à l'oubli ou à la négation du passé juif. Sa référence à Karl Kraus est donc ambivalente. Il admire le Witz de Kraus, son esprit caustique, sa critique des discours conçus comme critique de la culture, mais il reste sceptique face à la foi krausienne en la langue maternelle allemande. Loin de nous de concevoir la singularité de Kafka comme la conséquence de la situation des Juifs allemands de Prague. Il s'agit seulement de montrer comment cette singularité se nourrit d'une situation collective, inscrite dans le contexte historique de la renaissance culturelle juive, de la guerre des langues allemandes et tchèques en Bohême, du débat sioniste et des réactions à l'antisémitisme dans ses variantes allemandes et slaves. Le sentiment que l'allemand n'est pas sa langue maternelle, Muttersprache, va de pair chez Kafka avec la complexité de son lien affectif avec la mère qu'il a du mal à nommer Mutter. Hier, il m'est venu à l'esprit que si je n'ai pas toujours aimé ma mère comme elle le méritait et comme j'en étais capable, note Kafka dans son journal le 24 octobre 1911, c'est uniquement parce que la langue allemande m'en a empêché. La mère juive n'est pas une Mutter. Cette façon de l'appeler la rend un peu ridicule. Nous oublions qu'il y a une contradiction et la contradiction s'enfonce d'autant plus profondément dans le sentiment. Kafka prend conscience de sa distance intérieure face à sa langue allemande dite maternelle en observant ses contemporains juifs allemands de Prague, de Vienne et d'Allemagne, mais aussi par opposition aux écrivains tchèques et aux acteurs du théâtre juif, aux auteurs yiddish qui animent ce qu'il appelle la littérature juive actuelle de Varsovie. Ceux-là ont à ses yeux la chance de posséder une authentique langue maternelle. Le mot Muttersprache, qui ne vient pratiquement jamais sous la plume de Kafka quand il parle de lui-même, le mot Muttersprache vient tout naturellement dans le fragment de septembre-octobre 1917, intitulé par les éditeurs « Sur le théâtre yiddish », embryon de l'autobiographie de Yitzhak Levy que Kafka avait entrepris de rédiger à partir des récits que l'acteur lui faisait. Voici le passage où Levy raconte sa première expérience du théâtre yiddish de Varsovie, transcrite donc par Kafka. J'en fus absolument bouleversé. Dès le début de la représentation, je me sentis tout différent de ce que j'étais chez les autres. Avant tout, il n'y avait pas de messieurs en frac, pas de dames décolletées, pas de Polonais, pas de Russes, rien que des Juifs de toutes espèces. Et l'on parlait ma langue maternelle à haute voix et sans se gêner. Personne ne remarquait mon petit cafetan long et je n'avais pas du tout à avoir honte. Malgré tout ce qui les sépare, malgré l'écart chronologique, malgré leurs positions idéologiques opposées, Kafka et Mautner parviennent l'un et l'autre au sentiment d'avoir été privés de langue maternelle. Dans cette frustration, Mautner trouve l'inspiration de son scepticisme linguistique. Kafka, de son côté, exprime son sentiment d'extériorité et d'exclusion par rapport à la communauté culturelle et linguistique allemande dans la recherche d'un usage blanc de la langue allemande, impersonnel et simplifié en apparence, dépouillé d'ornements et de toute affectation d'originalité, préférant la parataxe et l'énumération aux constructions syntaxiques élaborées. C'est ce que Hannah Arendt résume en ces termes: le manque de maniérisme est poussé presque jusqu'aux limites de l'absence de style, et l'absence d'amour des mots en tant que tels jusqu'aux limites de la froideur. Kafka n'affectionne aucun mot en particulier, aucune construction syntaxique n'a sa prédilection. Le résultat est une nouvelle sorte de perfection
qui semble très éloigné de tous les styles antérieurs. Pour la poésie me faisait défaut la parole vivante d'un dialecte que j'aurais possédé en propre, écrit Mautner dans ses mémoires. Au sujet de Kafka, on pourrait affirmer exactement le contraire. C'est le sentiment du manque d'une langue maternelle qui lui a permis d'inscrire son écriture dans un espace radicalement étranger à celui de toutes les autres langues vernaculaires. C'est cette réduction à l'essentiel, cette richesse de la pauvreté qui fascine Elias Canetti, auteur d'un grand essai sur la correspondance de Kafka avec Felice Bauer. Canetti note en 1964, ailleurs que dans cet essai, « Chaque ligne de Kafka me semble préférable à mon œuvre tout entière. » Elias Canetti écrit dans un aphorisme de son recueil intitulé « Le territoire de l'homme » toutes les langues que l'homme devrait posséder. Une d'abord pour parler à sa mère et qu'il n'utilisera jamais par la suite. Une exclusivement pour lire et dans laquelle il n'ose écrire. Une dans laquelle il prie et dont il ne comprend pas un traître mot. Une dans laquelle il fait ses comptes réservés aux seules préoccupations financières. Une dans laquelle il écrit sauf ses lettres. Une qu'il parle en voyage et dans laquelle il peut aussi écrire ses lettres. Cette pluralité intérieure s'oppose à première vue à l'idée même d'une langue maternelle primordiale qui structure la vision du monde de l'individu et son interaction avec autrui. L'évocation d'une langue pour parler à sa mère et qu'on n'utilisera plus jamais par la suite reste énigmatique. Chez Canetti, le sentiment de la pluralité des langues comme richesse intérieure de l'individu et même comme nécessité, l'unilinguisme apparaissant a contrario comme une limitation, va cependant de pair avec l'inquiétude que suscite la multiplicité des langues. Le fragment qui, dans le territoire de l'homme, suit celui que nous venons de citer, commence par ces mots. Qu'il existe une multiplicité de langues est un fait, mais c'est la chose la plus inquiétante du monde. Cela revient à dire que chaque chose porte des noms différents, au point qu'on peut se demander s'il s'agit bien de la même chose. L'histoire de la tour de Babel est celle de la seconde chute de l'homme. Dans son roman « Autodafé », Die Blendung, publié en 1936, d'abord traduit en français sous le titre « La tour de Babel », Canetti met en scène l'absence de langue commune et l'enfermement des individus dans leur idiome privé. Comme aux yeux de Kafka, pour Canetti, la foi ardente de Karl Kraus en une langue maternelle intacte et purifiée par la Bildung qu'il faudrait défendre contre la corruption des discours contemporains semblera suspecte à Canetti, surtout lorsqu'il verra Kraus se transformer en Savonarole du purisme linguistique et en manipulateur des mots, excitant la petite masse de ses admirateurs contre des ennemis plus ou moins arbitrairement désignés. Chez Canetti aussi, la tendance au scepticisme linguistique libérateur à la manière de Mautner est donc perceptible. Quelle fut sa langue maternelle ? Le début du premier tome des Mémoires, La langue sauvée, répond à cette question. Dans sa ville natale de Rustchuk, nom turc de Roussé, au nord-est de la Bulgarie, au bord du Danube, en face de la ville roumaine de Giurgiu, on pouvait, raconte Canetti, parler 7 ou 8 langues différentes dans la journée. Hormis les Bulgares, le plus souvent venus de la campagne, il y avait beaucoup de Turcs qui vivaient dans un quartier bien à eux, et juste à côté, le quartier des séfarades espagnols, le nôtre. On rencontrait des Grecs, des Albanais, des Arméniens, des Tziganes. Les Roumains venaient de l'autre côté du Danube, il y avait aussi des Russes, peu nombreux il est vrai. La langue la plus proche de ce qu'on appelle une langue maternelle est pour le jeune Elias Canetti le judéo-espagnol. Avec ses camarades de jeu, il parle le bulgare. Il se rappelle les fillettes qui racontaient en bulgare leurs histoires de loups-garous et de vampires. La langue allemande lui reste inconnue, même si elle revêt un grand prestige. Quand quelqu'un remontait le Danube vers Vienne, on disait « il va en Europe ».
Et surtout, l'allemand était la langue secrète de ses parents. Entre eux, mes parents parlaient allemand et j'étais censé ne pas comprendre ce qu'ils disaient. Ils avaient une langue bien à eux, inconnue de moi, la langue qui les ramenait aux temps heureux où ils étaient étudiants à Vienne. Pendant son enfance, Elias Canetti se sent exclu des conversations en allemand de ses parents. Il désire ardemment les comprendre et parler lui aussi cette langue qui lui apparaît désormais comme la plus désirable. Il conçoit même une profonde rancœur contre sa mère, car celle-ci lui refuse, pense-t-il, l'accès à la langue allemande. En 1911, les Canetti s'installent à Manchester. Elias fréquente l'école anglaise, il découvre les classiques universels dans des adaptations anglaises, il apprend le français, langue étrangère, mais l'accès à l'allemand ne lui est permis qu'après la mort de son père, qui disparaît brutalement le 8 octobre 1912, à 31 ans à peine échus. En mai 1913, sa mère décide de quitter Manchester pour s'installer à Vienne. À Lausanne, où la famille Canetti passe l'été 1913, Mathilde Canetti, née Arditi, annonce à son fils Elias « Tu dois apprendre l'allemand, tu iras à l'école à Vienne ». Cet apprentissage accéléré est extrêmement pénible pour l'enfant alors âgé de 8 ans. Quand elle était à bout de patience, elle claquait les mains par-dessus la tête et s'écriait « Mon fils est un idiot, mon fils est un idiot et je ne le savais pas ». Ou encore « Que dirait ton père s'il t'entendait, lui qui parlait si bien l'allemand ?» Au prix d'un terrible effort de concentration, j'appris à retenir le sens des phrases du premier coup. Elle ne me félicitait pas quand j'avais fait 3 ou 4 bonnes réponses. Il fallait que je me souvienne de tout, que je retienne du premier coup toutes les phrases. Lorsque le jeune Elias donne enfin satisfaction à sa mère, nos après-midi devinrent quasi idylliques. Il m'arriva même de l'étonner. « Tu es bien mon fils », dit-elle. Désormais, Elias Canetti considère l'allemand comme sa langue maternelle, acquise sur le tard au prix de véritables souffrances. Mais ces souffrances lui ont procuré un bonheur sans prix, l'accomplissement du souhait le plus ancien d'accéder à la langue secrète de ses parents, la confirmation de l'amour et de l'estime de sa mère, le sentiment exaltant de pouvoir combler auprès d'elle le vide laissé par la mort de son père. L'allemand sera désormais bien plus qu'une langue maternelle apprise aussi naturellement et facilement qu'on apprend à marcher. L'allemand sera pour Canetti la langue de la Mutterbindung, du lien à la mère. De ce lien résulte ce qu'il appelle son indéfectible attachement à cette langue, mon inclination pour l'écriture, trouver là un nouvel aliment. J'ai beaucoup parlé et je dois aller vite maintenant, mais j'aurais pu entrer, pour montrer le contraste avec cet apprentissage accéléré et forcé de l'allemand, montrer comment Canetti, à l'inverse, traitera avec froideur, indifférence et négligence l'hébreu que voudrait lui imposer son grand-père Canetti le dimanche matin à Vienne. Il m'emmenait d'abord au café, et puis ensuite je devais, raconte Canetti dans ses mémoires, fréquenter l'école talmudique pour suivre un cours d'hébreu que le grand-père considérait comme absolument indispensable pour un enfant de la lignée des Canetti de tradition séfarade. Mais l'allemand, la langue de la mère, a oblitéré sa première langue maternelle, le ladino, le judéo-espagnol. Elle lui fait maintenant apparaître l'hébreu, malgré l'insistance et l'amour de son grand-père, comme une langue de trop. Quelle est ma langue maternelle ? Se demandent Mautner, Kafka et Canetti. Mautner, n'ayant connu dans son enfance que des formes mixtes de tchèque et d'allemand ou d'allemand et de yiddish, considéré comme impur et censuré par son père, conservera toute sa vie le sentiment d'avoir été privé d'une langue maternelle. Kafka,
dont la langue maternelle est à première vue l'allemand et qui maîtrise presque parfaitement le tchèque, se sent extérieur à la langue littéraire allemande en tant qu'écrivain juif assimilé, mais le yiddish qu'il découvre avec enthousiasme reste pour lui une langue étrangère. Il écrit en allemand parce qu'il ne peut écrire dans aucune autre langue, mais ce faisant, il a le sentiment d'écrire dans une autre langue que la sienne. Enfin, pour Canetti, la vraie langue maternelle est la langue de sa mère. L'allemand appris dans la souffrance à 8 ans, la langue dont l'enfant polyglotte avait ressenti le manque, la langue maternelle implantée, comme dit Canetti, c'est à cette langue préférée de sa mère qu'ira son sentiment d'amour le plus intime. L'allemand sera sa langue du plaisir de lire, de parler et d'écrire. Merci, cher ami, de cette, je ne dirais pas une démonstration, mais c'est quelque chose qui est tellement saisissant, tellement frappant, tellement bien construit. Et cette rencontre entre ces trois écrivains juifs germanophones, en lettres, sans lettres, etc., cette rencontre et ces oppositions prêtes à penser au-delà de toute expression, hein, pour finir par Canetti avec cette langue maternelle apprise sur le tard, dans une relation étroite, conflictuelle, ambiguë avec sa mère. Et pour quelqu'un qui, comme moi, voit ça de l'extérieur, est à la fois un amateur et un mauvais germaniste, si je lis Kafka, je ressens exactement à la fois ce que dit Hannah Arendt, un maniérisme poussé jusqu'à l'absence de style, et ce que dit Canetti, la richesse de la pauvreté. Mais du coup, lorsque, au début, vous parliez de cette langue trop châtiée, cet allemand trop châtié que Mautner reproche à son père, je pensais à Kafka, cette langue qui est agréable pour nous parce qu'elle est facile, d'une certaine façon, cette langue très pure, sans caractère très marqué, ou qui tire ses caractères d'avoir des caractères si peu marqués, et tout cela autour de la difficulté de la langue quand on est juif dans des pays germanophones ou à moitié germanophones, en Europe centrale ou des pays slaves, à cette époque-là.